Merci de m'avoir invité parce que bon, je suis toujours heureux de parler du potentiel santé des grains et graines parce que je crois beaucoup au rôle des grains et graines pour l'alimentation du futur et pour une alimentation durable. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont en nutrition, mais je ne crois pas aujourd'hui. Enfin, j'en profite pour faire un peu de publicité, mais à bon escient. Dans la mallette, vous avez une petite publicité sur ce bouquin, Structure des aliments et effets nutritionnels, que j'ai coordonné avec Isabelle Souchon et Didier Dupont. Donc pour ceux qui ne sont pas très familiers avec la nutrition, vous comprendrez, il n'y a pas de souci. Et vous avez un chapitre dédié justement au devenir digestif des grains et graines et à leur potentiel santé. Donc pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Voilà. Donc c'est 65 €, mais vous pouvez l'acheter sur le budget de votre labo si vous voulez. Alors en fait, j'avais préparé 12 minutes d'intervention et 3 minutes de questions. Je m'étais chronométré chez moi très précisément. Puis ce matin, en découvrant le planning, en fait, j'ai vu que j'avais 30 minutes. Alors comme on a un peu de retard, je vais essayer de trouver un compromis entre les deux. Et heureusement, j'avais une version longue de mon exposé, donc je l'ai téléchargé. Donc il y a peut-être certaines diapos que je vais découvrir en même temps que vous, parce que je l'avais préparé il y a déjà longtemps. En fait, je fais d'abord une version longue, je me chronomètre, puis je diminue au fur et à mesure. Alors, en fait, donc je vais vous parler du potentiel santé des grains et graines, mais du point de vue du chercheur en nutrition. Enfin, nous, notre labo est dédié à la nutrition préventive, c'est-à-dire essayer d'identifier quelles sont les caractéristiques des aliments qui peuvent justement améliorer la santé avant que les maladies chroniques se déclenchent. Donc on est vraiment dans la prévention. Alors les grains et graines ont une homogénéité anatomique. Bon là, j'ai repris la définition donc, des grains et graines. Donc, c'est la structure qui contient et protège l'embryon avec l'enveloppe du fruit qui est plus ou moins soudée à la graine. Donc, par exemple, dans certains fruits à coque, elle est assez peu soudée. Et elle est contenue donc, dans un fruit qui permet sa dissémination. Et ce qui est surtout intéressant d'un point de vue nutritionnel qu'on ne retrouve pas dans les fruits et légumes, c'est que les grains et graines sont à la fois riches en fibres et phytonutriments protecteurs comme les fruits et légumes, mais aussi riches en énergie. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On a vraiment une combinaison des deux. Alors, en nutrition, on a tendance à classer les grains et graines en 3 catégories. Hein. Ça n'a rien à voir avec la botanique, mais en général, on classe les céréales et les pseudo-céréales entiers, les pseudo-céréales étant assez proches au niveau structure des céréales. Les principales céréales consommées étant le blé, riz et maïs, hein, qui est le trio de tête au niveau mondial. Ensuite vient l'orge et l'avoine. Et les pseudo-céréales les plus consommées, c'est le quinoa, l'amarante et le sarrasin. On considère un deuxième groupe les légumineuses, haricots, lentilles, soja, qui sont souvent donc consommés notamment dans les pays émergents en complément des céréales pour retrouver le bon équilibre en acides aminés. Ce sont les haricots rouges avec le riz, par exemple, en Amérique du Sud, les pois chiches avec le couscous, etc. Et enfin, on distingue un troisième grand groupe qui a été très peu étudié, mais on commence à avoir des études assez récentes sur ce grand troisième groupe qui sont les graines oléagineuses qui incluent les fruits à coque comme les noix, les amandes, le lin, le sésame, l'arachide, tournesol ou colza. Alors en ordre de recherche, le gros de la recherche est sur le céréales, ensuite un peu moins pseudo-céréales, en deuxième les légumineuses et en troisième les graines oléagineuses. Ce qui est intéressant dans ces 3 groupes de graines, on les a classés en 3 groupes parce que elles ont une composition chimique qui est tout à fait caractéristique. Les céréales sont plutôt riches en ce qu'on appelle glucides complexes, c'est-à-dire en amidon et en fibres. Les légumineuses sont bien connues pour leur richesse en protéines, puisqu'on en a 2 fois plus en gros que dans les céréales. Donc ces chiffres, je les ai obtenus en faisant une moyenne d'un maximum de teneur obtenue dans des articles. Et les graines oléagineuses sont caractérisées par une grande richesse en matières grasses, avec des lipides qui sont plutôt de bonne qualité. On s'aperçoit que ces 3 grands groupes de grains et graines ont une teneur à peu près équivalente en fibres. Donc on sait que c'est très important, les fibres, puisque notre consommation est plutôt en deçà des recommandations de 25 à 30 grammes. 25-35 grammes, on est plutôt en dessous de 20 grammes en général, on est entre 15 et 20. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que les grains et graines ont des index glycémiques plutôt bas, donc qui entraînent une libération progressive du glucose dans le sang. Les céréales, on est plutôt... Alors là, j'ai pris les céréales grains, hein, parce que si vous les processez de façon très forte, comme le pain blanc,
vous arrivez à 70, 80, 85, ce qui est très élevé. Mais si on considère le céréal grain, c'est-à-dire avec une structure physique qui est peu processée, on a plutôt un index glycémique moyen. Les légumineuses bas. Donc ça, les haricots et les lentilles sont des sucres très lents, donc très intéressants, et aussi avec un pouvoir satiateur très élevé. Et les graines oléagineuses, bon là ça a un peu moins de sens parce qu'elles sont quand même moins riches, on le voit en amidon, hein. Ont un index glycémique très très bas, mais ça peut être intéressant, par exemple si elles sont incluses dans un, comme on va le voir tout à l'heure, dans un régime mixte. Si ce régime est plutôt très glycémiant, elles peuvent abaisser la glycémie de ce régime, si on les incorpore dans ce régime. Alors, pourquoi s'y intéresser aux grains et graines en nutrition? Alors, j'ai mis la base de toutes les pyramides alimentaires. En fait, il faut apporter quelques nuances. Ce sont surtout les produits céréaliers qui sont à la base de toutes les pyramides alimentaires. Les légumineuses commencent à y rentrer, ce qui est assez curieux et on peut dire un peu tardivement. Et les graines oléagineuses ou fruits à coque n'y sont pas. Mais les légumineuses, je pense, dans les prochaines pyramides alimentaires et les réactualisations des programmes nutrition santé, vont prendre toute leur place qui est méritée. Donc, comme je le disais, ce sont des aliments à la fois riches en énergie, fibres et phytonutriments protecteurs. Les phytonutriments, ce sont les polyphénols, les caroténoïdes, entre autres. Il y a évidemment les minéraux, les vitamines, qui sont ça, les 4 grands groupes de micronutriments, mais vous avez aussi plein d'autres composés intéressants dans les céréales, comme par exemple la bétaïne, la choline, les myoinositols, etc. Ce sont des aliments intéressants du point de vue du défi démographique parce qu'ils apportent à la fois énergie et composés protecteurs. Donc par exemple, dans les Western Diets, c'est-à-dire le régime de type occidental tel qu'on peut le trouver en Amérique et en Europe, qui est plutôt riche en énergie et pauvre en phytonutriments protecteurs, ces aliments pourraient prendre toute leur place. Et à ce titre, on a d'ailleurs déposé un projet pour justement mettre en évidence le rôle des grains et graines si on substituait une partie de l'énergie de notre régime riche en énergie avec des grains et graines et voir les effets sur la santé. On est dans le défi d'alimentation durable montre qu'il faut aller vers plus de produits végétaux, notamment aussi pour protéger l'environnement. Et donc les grains et graines peuvent être un moyen intéressant, car il faut bien garder à l'esprit que ce soit les grains de céréales, de légumineuses, ou les fruits à coque ou les graines oléagineuses, il reste des produits de niche même dans nos sociétés occidentales. Les légumes secs, d'après l'étude 1K2, donc, qui a été publiée en 2006-2007, on est à 10 grammes par jour de consommation, ce qui est très faible. On était à 120 grammes par jour au début du XXe siècle. Donc les légumineuses ont beaucoup diminué pour diverses raisons. D'abord, c'était considéré comme l'aliment du pauvre ou des classes ouvrières. Donc ils n'avaient pas une image de richesse ou d'opulence. Ensuite, c'est long à cuire, donc dans nos sociétés où il faut aller vite, c'est vrai qu'ils ont perdu un peu à cause de ça. Il y a des problèmes de confort digestif qui ne sont pas à négliger, d'où des recherches qui ont été menées pour essayer de diminuer cet aspect-là. Et les fruits secs et graines oléagineuses, on est en dessous de 3 grammes par jour, ce qui est très faible. Et comme on va le voir par la suite, malgré qu'elles soient riches en matières grasses, elles ne sont pas du tout source forcément de prise de poids. Et elles ont un pouvoir santé très intéressant. Donc, on peut voir qu'il y a une marge pour augmenter la consommation des grains et graines qui est énorme, en fait. Et même les grains de céréales, c'est vrai qu'on mange beaucoup de produits céréaliers, mais souvent raffinés, avec une graine qui a été très déstructurée. Mais si on prend véritablement les produits céréaliers complets, avec le grain qui est quasiment conservé dans sa totalité, c'est aussi consommé de manière très faible. Donc on a vraiment des aliments d'avenir. Ah oui, j'avais oublié de dire aussi que c'est une problématique de l'INRA, c'est qu'on se préoccupe et l'INRA mène des réflexions sur comment substituer les protéines animales par des protéines végétales. Donc les grains et graines également peuvent s'inscrire dans cette optique. Commençons avec les céréales. Donc ici, j'ai repris le grain très célèbre de la photo de l'INRA, qui circule dans le monde entier maintenant, mais c'est vrai qu'elle est très bien faite. Alors c'est juste pour montrer ce que j'ai fait, c'est que sur la base de la littérature, j'ai fait une liste de tous les composés chimiques qu'on peut trouver dans les 3 grandes fractions du grain de blé, l'albumène, donc source d'énergie, le germe et le son. Le germe, c'est 3%. En général, il n'est pas vraiment conservé. Enfin, depuis ces dernières décennies, dans les meuneries, on ne le conservait pas parce que d'abord, il peut rancir en raison de la présence de lipides notamment, donc il est plus difficile à conserver. Le son également,
était plutôt rejeté, même si maintenant c'est moins vrai, et allait vers l'alimentation animale. Alors c'est un peu dommage parce que j'ai fait donc une moyenne. Le son de blé, c'est plus de 50% de fibres et de composés bioactifs en poids du grain, hein, pas poids sec ni énergétique, mais vraiment en poids du grain, donc ce qui est énorme. Donc pourquoi se priver de ça? Le germe de blé, c'est plus de 20%. J'ai mis supérieur parce que je n'ai pas pu trouver beaucoup de données sur le germe de blé, mais c'est plus de 20% de composés bioactifs et de fibres, donc c'est énorme. L'albumène amylacé, lui, c'est 80 à 85% du grain dans son entier. On voit qu'on y trouve surtout de l'amidon, des protéines, quelques fibres comme les bêta-glucanes et les arabinoxylanes, un peu de caroténoïdes, du sélénium, le sélénium étant le minéral le mieux réparti dans le grain, donc de manière assez homogène, ou ubiquitaire, comme on dit. On trouve aussi un peu de thiamine et des flavonoïdes. Et le grain dans son ensemble, c'est quand même 15% de fibres et de composés bioactifs. Le germe est surtout caractérisé par sa richesse en lipides et des acides gras de bonne qualité comme l'alpha-linolénique, et aussi par sa richesse en vitamine E, qui est un puissant antioxydant, notamment pour éviter l'oxydation des lipides des membranes cellulaires dans l'organisme. Le son est riche en fibres, bien évidemment, et il est riche en antioxydants, que sont notamment les polyphénols, comme l'acide férulique, qui peut aller jusqu'à 90% des acides phénoliques présents dans le son. On distingue 3 couches dans le son: la testa, la couche à aleurone, qui est très riche, elle, en protéines, les protéines de réserve, et le péricarpe. J'ai classé pour les 3 groupes de grains et graines les aliments en peu transformés et en très transformés. Alors évidemment, il y a des nuances. En ce qui concerne les produits peu transformés, c'est le riz tel que consommé, puisqu'il est consommé sous forme de grains. Donc vous pouvez avoir un riz blanc ou un riz brun, et les effets santé, vous le devinez, ne seront pas du tout les mêmes. Vous avez le couscous et le boulgour, qui sont quand même encore assez peu transformés. Le maïs doux, que l'on consomme classiquement plutôt au travers des conserves. Le muesli, qui est une céréale du petit déjeuner assez peu transformée, avec des flocons d'avoine notamment, et des grains peu processés. Et puis vous avez des grains de céréales intacts qu'on peut trouver dans certains pains. Les pays nordiques, eux, sont beaucoup plus familiers avec ces types de pains et en consomment plus que chez nous, voire même l'Allemagne. Et puis les blis, qui a été breveté par l'INRA. Les produits très transformés, vous avez les pâtes alimentaires, qui sont extrudées, mais pas cuites, qui sont extrudées à température modérée. Et puis les pains, qui sont des produits très transformés. Les céréales du petit déjeuner extrudées, qui sont très transformées, pas forcément très bonnes pour la santé, et malheureusement à destination des enfants et des adolescents, alors que les muesli sont plutôt consommés par les adultes ou les gens un peu éclairés en nutrition, ce qui est dommage. Et puis les biscuits pour le plaisir. Alors j'ai fait un reviewing de la littérature pour essayer de voir à travers les études d'observation chez l'homme quel était le pouvoir protecteur des céréales complètes par rapport aux céréales raffinées. On a des résultats très convaincants, c'est-à-dire des tendances lourdes, comme on pourrait dire, entre guillemets. C'est-à-dire que les céréales complètes, chez les gros consommateurs de céréales complètes ou de pain complet, enfin tous les produits qui contiennent aussi du son et du germe, on se rend compte qu'il y a une prévalence moindre du surpoids et de l'obésité, du diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires. On a aussi un effet protecteur qui est un tout petit peu moins convaincant pour le cancer colorectal. Pour la santé mentale, la santé du squelette, on manque de données, mais des recherches commencent à être menées dans ce domaine. Et pour les maladies du tube digestif, on a des résultats aussi assez convaincants. Les céréales raffinées sont clairement associées à une prévalence plus importante de diabète de type 2. Par exemple, en Corée du Sud, il y a une étude récente qui est sortie. On s'aperçoit que les gros consommateurs de riz blanc, donc raffinés, ont un risque de développer le diabète de type 2 significativement plus important. Donc il y a pas mal d'études en Asie qui sont sorties là-dessus. On a quand même peu d'études menées sur les céréales raffinées. Pourquoi? Peut-être que ça n'arrange pas certains industriels ou que les résultats, on n'a pas trop envie de les publier. C'est peut-être pour ça. Céréales raffinées et maladies cardiovasculaires, en revanche, on a quand même quelques études. On a un effet plutôt neutre, représenté ici par ce cercle barré. Je voulais rappeler les différentes étapes digestives des grains et graines, parce que pour bien comprendre l'effet de santé, il ne suffit pas de se baser sur la composition nutritionnelle,
parce qu'il faut-il encore que les composés dans les grains et graines soient accessibles dans le tube digestif et biodisponibles pour l'organisme, ce qui n'est pas le cas évidemment. Donc vous avez d'abord la première phase, donc, qui est la matrice alimentaire, qui va être plus ou moins processée et qui va avoir un impact considérable sur les étapes suivantes. C'est-à-dire que en fait, la biodisponibilité d'un constituant, c'est la fraction qui va être réellement disponible pour exercer un rôle métabolique dans l'organisme. Vous avez la première étape qui est la bioaccessibilité dans le tube digestif, c'est-à-dire l'accessibilité aux enzymes. Donc vous imaginez, les grains et graines, ce sont des parois cellulaires végétales souvent épaisses qui peuvent très bien freiner l'accessibilité de l'amidon, voire des protéines aux protéases et aux alpha-amylases. Donc entraîner une libération plus progressive des nutriments. Et maintenant on sait que l'effet santé n'est pas seulement lié à la composition chimique, mais à la vitesse à laquelle sont libérés les nutriments. Donc vous avez les sucres lents, les sucres rapides. On sait que pour les diabétiques, les conséquences nutritionnelles sont complètement différentes. Vous avez également, maintenant, on parle de protéines lentes et rapides. On sait que la taille des gouttelettes lipidiques joue aussi un rôle sur leur vitesse de métabolisation. Et je pense qu'on pourrait extrapoler cette notion de libération lente et rapide quasiment à tous les constituants. Et que selon le site de libération et la vitesse de cinétique de libération, les effets santé ne seront pas les mêmes. Donc c'est l'objet en fait du bouquin que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est de présenter la nutrition sous cet aspect qualitatif et non plus quantitatif. Ensuite, vous avez l'étape d'absorption qui peut être aussi freinée par la viscosité du milieu digestif. Par exemple, on sait que les bêta-glucanes, qui sont des molécules viscosifiantes, si elles augmentent la viscosité du chyme digestif, peuvent ralentir la vitesse de vidange gastrique et la diffusion des produits de dégradation d'amidon vers les muqueuses. Donc ça peut jouer un rôle important sur la vitesse d'absorption. Ensuite, vous avez l'effet métabolique qui va dépendre du site d'action, mais tous les nutriments absorbés ne vont pas toujours être complètement utilisés. Certains vont être métabolisés, mais certains d'autres vont être excrétés via le foie, ensuite vers le rein et les urines, par des mécanismes de détoxification. Et enfin, vous avez l'effet santé, ce qui va dépendre du statut de l'individu. Si vous êtes en bonne santé et que vous apportez par exemple des sucres rapides, il n'y aura pas trop de soucis. Mais si vous êtes diabétique, ça pose problème. Par contre, si vous avez besoin de faire un effort intense sportif, peut-être par exemple un Mars ou ce qu'on appelle un snack bar, va au contraire vous être bénéfique parce que vous allez avoir besoin de sucre rapide très rapidement, ou alors pour faire fonctionner le cerveau, pour ne pas avoir une baisse d'attention. Ça devrait arriver dans une demi-heure. Donc ensuite, ça c'est une revue que j'avais écrite sur les céréales en 2010. À partir de la littérature, j'avais essayé de reconstituer les mécanismes physiologiques qui expliquaient l'effet protecteur des céréales. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, bien sûr. Ici, vous avez les composés, ici les mécanismes physiologiques et les maladies. Parce que le déclenchement des maladies est d'abord lié au dérèglement précoce d'un mécanisme métabolique. Donc, on voit que la situation est complexe. Mais en fait, elle est certainement 1000 fois plus complexe que ça, parce que vous avez des milliers de composés qui peuvent avoir... Chaque composé peut agir sur différentes fonctions, et un ensemble de composés peut agir de manière synergique sur une seule fonction. Donc, c'est pour ça qu'en nutrition et sur les céréales, les anglo-saxons parlent du whole grain package, c'est-à-dire on tend maintenant plus à raisonner de manière holistique et à considérer le grain dans son ensemble comme un ensemble de composés protecteurs qui vont protéger l'organisme. Et c'est pour ça qu'il devient difficile d'associer un composé à un effet protecteur. Cette vue réductionniste est un peu dangereuse, comme on le verra par la suite. Alors pour conclure sur les céréales, donc je voulais insister sur l'importance de la structure physique, c'est-à-dire que la composition chimique ne fait pas tout, et que plus l'aliment en général est déstructuré, plus il va être digéré rapidement. Et plus la structure physique sera conservée, par exemple via le minimal processing, c'est le terme utilisé par les anglo-saxons, plus on peut avoir un aliment lentement digéré, avec une libération notamment progressive des glucides dans le sang. Et la structure physique joue aussi un rôle prépondérant sur le sentiment de satiété, qui est très important pour réguler le poids. Et aujourd'hui, notre industrie agroalimentaire fournit des aliments en général denses en énergie, pauvres en micronutriments protecteurs et peu satiateurs, ce qui fait qu'on a tendance à grignoter entre les repas, alors qu'on n'a pas vraiment besoin de manger. Donc les grains et graines peuvent jouer un rôle très important sur la satiété, qui n'a pas été, à mon sens, suffisamment étudié. Et il y a un concept qui est en train de se développer aujourd'hui, au niveau international, le concept de fiber co-passenger, c'est-à-dire que
ce n'est pas seulement la fraction fibre qui est protectrice, mais ce sont tous les composés associés, comme les acides phénoliques, par exemple, l'acide férulique, etc. C'est-à-dire qu'aux fibres sont associés de nombreux nutriments, et les fibres joueraient un rôle de véhicule pour amener ces nutriments tout au long du tube digestif, et même au côlon, parce qu'il y a beaucoup d'antioxydants liés au niveau de ces fibres, et on sait maintenant qu'au côlon, de nombreuses espèces radicalaires sont produites, et que ces copassengers pourraient justement piéger ces radicaux libres produits au niveau du côlon avec le métabolisme bactérien et ainsi protéger les muqueuses coliques et pourrait jouer, pourquoi pas, un rôle contre le cancer du côlon. Et je voulais insister sur une version holistique et réductionniste de la recherche en céréales. La recherche réductionniste est intéressante dans le sens où elle permet de démonter les mécanismes, mais elle peut arriver à des résultats contradictoires parce qu'à vouloir associer un composé à un effet santé, on sait bien que ça ne fonctionne pas comme ça dans l'organisme, c'est beaucoup plus complexe. On en vient à associer un effet à une seule fraction. Par exemple, les céréales, on pense, ben, voilà, c'est les fibres. Alors, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Donc une vision holistique est plus intéressante parce qu'elle permet d'expliquer les effets santé par un ensemble de constituants. Et du coup, les résultats en apparence contradictoires, si on les voit sous cet angle plus global, le deviennent beaucoup moins. Passons aux légumineuses, donc on va aller un peu plus vite. Donc ici, c'est aussi une photo qui a été prise à l'INRA de Nantes. Cette photo a été prise en microscopie optique, donc elle est très, très belle et on voit très bien les différentes structures, avec ici les grains d'amidon, les amas protéiques, et vous voyez les parois végétales qui sont très épaisses et qui vont jouer un rôle de barrière physique, notamment en cours de digestion, par exemple des haricots ou des lentilles, dans le tube digestif et limiter l'accessibilité de l'amidon. C'est pourquoi l'index glycémique des légumineuses est en général entre 25 et 35, notamment en raison tout simplement de ces parois. Les produits peu transformés, ce sont bien sûr les légumineuses cuites à l'eau, comme les haricots, les lentilles, voire les pois chiches. On peut opposer donc la cuisson traditionnelle aux conserves. Mais les produits, enfin, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais les conserves de légumineuses ne sont pas mauvaises pour la santé, parce que souvent les conserves ont une mauvaise image, mais en fait, c'est une image qui n'est pas fondée, parce que les résultats montrent au contraire que la cuisson sous haute pression en conserve a tendance à libérer des composés qui étaient liés, à les rendre moins liés, à donc augmenter la densité en composés bioactifs, et ils restent dans la boîte, ils ne sont pas évacués avec l'eau de cuisson. Donc les conserves de légumineuses ont une mauvaise réputation. Enfin, en général, n'ont pas bonne réputation, mais ça n'est pas fondé. Ensuite, les produits plus transformés. Donc, évidemment, vous avez les conserves de légumineuses. Vous avez la préfermentation qui est très utilisée dans les pays émergents. Elle est très intéressante, la préfermentation. Et là aussi, je pense qu'il doit y avoir de plus en plus de recherches. C'est qu'elle libère également de nombreuses fractions lait et les rend libres, parce que la préfermentation active des enzymes qui vont hydrolyser ces composés. Et des composés qui n'étaient pas bioactifs le deviennent. Et puis vous avez d'autres aliments qu'on trouve dans les pays émergents ou dans les pays asiatiques, comme le tofu, le tonyu, une boisson au soja, ou même le houmous, qui est une purée de pois chiches consommée en Afrique du Nord. Ici, c'est un travail qui a été fait par un thésard à l'époque, quand je faisais ma thèse à l'INRA de Nantes, Lionel Noah, qui avait travaillé sur la digestion et le devenir digestif des haricots blancs, et qui avait, par une sonde avec des sujets volontaires sains intubés, avait récupéré des haricots en fin d'iléon avant l'arrivée au côlon. Donc là, on retrouve la photo de tout à l'heure en microscopie optique, mais sans les couleurs, en noir et blanc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du côlon, vous voyez, on retrouve des cellules intactes.